Bonjour, l'intellectuel le plus célèbre du monde, dit-on, vient de passer 4 jours à Paris et la couverture de cette visite par les grands médias a été plutôt chiche et relativement étrange et atypique. Est-ce que c'est parce que Noam Chomsky se montre très critique sur le mode de fabrication de l'information, notamment par les grands médias, et sur les liens entre ces grands médias et le pouvoir? Est-ce que c'est parce que sa pensée est trop complexe pour pouvoir être simplifiée dans les moules médiatiques? Est-ce, troisième hypothèse, parce que des intellectuels français ont dressé contre lui une sorte de barrière protectionniste? Ce sera les questions de cette émission avec deux invités. Daniel Mermet, vous êtes le seul journaliste de radio au monde, j'en sais rien, en France en tout cas, à avoir reçu Chomsky dans votre émission Là-bas si j'y suis. Vous avez fait 2 émissions avec lui cette semaine. Pierre Picat, vous êtes linguiste et vous êtes, dit-on, le chef de file des chomskystes français. Ah ça y est, j'ai déjà dit une bêtise. Oui, non, je crois qu'il n'y a pas de... Ça commence. Je crois que... Vous êtes un des chefs de file, ça va mieux un des chefs de file? Non, mais je suis un linguiste chomskien et il y a un certain nombre de linguistes chomskiens à Paris. On dit plutôt chomskien que chomskyste. Je ne sais pas. Vous avez dit chomskien. Mais c'est vrai que Noam lui-même n'aimant pas qu'on dise quelque chose qui est lié à son nom. En général, on dit un chercheur en linguistique générative, tout simplement. D'accord. Parce que ça dépasse. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, vous avez, au cours de cette visite de Chomsky en France, vous avez notamment organisé sa rencontre avec des lycéens de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Et j'ai aussi organisé la conférence au CNRS, n'est-ce pas? Et la conférence au CNRS. Parfait. Oui. J'en ai aidé beaucoup d'autres. Ça va être sorti. Parfait. Dan Israël nous rejoindra dans une seconde. Anne-Sophie Jacques, comme chaque fois, s'est penchée sur les mots de cette visite. Mais on va d'abord commencer avec vous, Lucie, par un petit voyage, puisque vous êtes partie en Afrique du Sud avec TF1 et France 3. Oui, cette semaine, TF1 a eu la bonne idée de faire un reportage portrait de supporters. Et sauf que cette bonne idée, France 3 l'avait eue il y a 3 mois. Pendant ce temps, la ferveur grandit de jour en jour en Afrique du Sud, le pays organisateur. Le pays organisateur, vous le savez, affrontera la France au premier tour et il pourra compter sur un supporter inconditionnel, une sorte d'icône dans le pays. Le football est surtout une passion dans les bidonvilles des quartiers noirs. À Johannesburg, au milieu des supporters qui se préparent, voyez le reportage de nos envoyés spéciaux. C'est à Johannesburg, en plein township de Tembisa, le fief de la culture populaire du foot, que Sadam Maké vit. Dans son bidonville de Soweto, Jwara ne cache pas sa passion pour le football. Bienvenue dans sa maison. Celui qui se surnomme l'esclave du foot en a fait un temple dédié au ballon rond. Donc voilà, si vous avez bien entendu, un des présentateurs utilise le mot township, l'autre le mot bidonville. Bon, jusque-là tout va bien, ces 2 mots veulent dire la même chose, donc ils sont bilingues, c'est bien. Donc là, on a vu que les 2 arrivées dans les bidonvilles se ressemblent. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il y a une certaine ressemblance en tout cas. Donc maintenant, on va rentrer dans les maisons de ces supporters et on va regarder si la ressemblance se poursuit. Bienvenue les amis, c'est chez moi ici. Ici, vous êtes dans mon musée personnel. Je vais vous faire visiter. Et à l'intérieur, une véritable caverne d'Ali Baba du supporter. Sur les murs de son 20 mètres carrés, la collection Sadam. Des milliers d'œuvres d'art comme ces macarépas, casques de chantier pour orner la tête des supporters fêlés. Il prépare pour la Coupe du Monde des centaines de macarapas, ces casques de mineurs découpés et peints aux couleurs des équipes. Et pour gagner ce mondial, son arme secrète, la bruyante Vuvuzela, avec laquelle il compte donner le bourdon à ses adversaires. La Vuvuzela, cette grande trompette en plastique, le pilier de ce folklore footballistique sud-africain. Donc on reconnaît un bon portrait à sa construction. Un supporter, donc il faut le filmer chez lui, donc là c'est bien, on l'a vu, mais surtout il faut le filmer dans son cadre naturel, donc TF1 et France 3 les ont suivis dans un stade. Arrivé à Johannesburg, Jwara n'a pas lâché ses lunettes. Derrière ses lunettes XXL, Sadam Maké, 53 ans, la mascotte des fans sud-africains. Au passage,
Il met en garde l'équipe de France, futur adversaire de l'Afrique du Sud. On va la déstabiliser, votre équipe de France. En attendant le 22 juin, les Français, à qui Saddam promet l'enfer. On va battre la France, je vous le dis moi, vous êtes en danger. Jawara et ses amis sont comme possédés, implorant les dieux du football. C'est effectivement très très impressionnant. Je sais pas, une réflexion sur le fait que deux sujets qui portent, deux reportages de télé qui portent sur le même sujet, on le voit là, on dirait qu'ils ne peuvent qu'être construits exactement de la même manière, passer par les mêmes passages obligés, employer le même vocabulaire. Je sais pas si ça vous inspire quelque chose. On a l'impression de voir arrêt sur image, hein. C'est dingue, comme quand c'était à la télé. Très bien. Un coup classique, quoi. Ouais. Rien d'étonnant là-dedans. Rien Enfin, d'étonnant intéressant, là-dedans. toujours intéressant de voir la nullitude. Oui, la nullitude et puis l'automatisme de la forme. Enfin, voilà. Oui, c'est ça le chemin de faire. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Hein. Voilà. Ça donne ça. Voilà. Bon, on peut montrer ça. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci Lucie. Dans une seconde, on passe au vif du sujet. Donc, comme si on était dans Arrêt sur image, on va essayer de disséquer les étranges rapports entre Chomsky et les médias français, à l'occasion notamment de la médiatisation de cette récente visite de Noam Chomsky. On va donc le faire aussi avec vous, Dan, et peut-être pour commencer, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas suivi cette visite, vous pouvez nous rappeler ce que Chomsky a fait pendant 4 jours à Paris? Tout à fait, donc le linguiste américain et penseur donc, politique de la gauche radicale, peut-on dire, et donc il était à Paris pour 4 jours, de vendredi à lundi. Alors ça fait, je crois, 25 ans qu'il n'était pas venu en France, et en fait sa visite a été partagée en deux. Hein. D'un côté son activité de scientifique, et de l'autre ses positions politiques. Alors côté linguistique, Chomsky a donné 2 conférences au Collège de France, et une sous l'égide du CNRS, donc que vous avez organisé si j'ai bien compris. Je serais bien incapable en toute honnêteté de vous livrer la subscientifique moelle de ce qui a été dit parce que je ne maîtrise pas très bien les champs de la linguistique. Par contre, je comprends mieux les aspects politiques de sa pensée et il les a exposés à 2 reprises aussi. Donc samedi au Théâtre de la Mutualité pour une conférence organisée par le Monde diplomatique. Le Monde diplomatique qui met depuis longtemps en avant les positions, les prises de position de Noam Chomsky. Et puis dimanche à la Maison des Métallos pour un enregistrement public de l'émission Là-bas si j'y suis, avec vous évidemment, Daniel Mermet. Donc vous avez été la seule émission de radio, on l'a dit, à le faire parler, mais on l'a aussi vu à la télé, sur France 3. C'était lundi soir dans Ce soir ou jamais, avec Frédéric Tadei. Et donc là, Tadei l'a simplement présenté comme je cite, le plus grand penseur du monde. Okay, mais, le plus célèbre. Le plus célèbre, pardon, le plus célèbre. Le plus connu, je sais plus. Enfin, quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui ne le connaissaient pas, le cadre était posé. Et ce lundi, voilà, il y avait du bon superlatif, mais bon, ce lundi, il y avait justement des choses à lui demander et des sujets d'actualité à lui montrer qui collaient assez bien à ses centres d'intérêt, puisque l'État d'Israël venait d'intercepter violemment les bateaux qui tentaient de forcer le blocus à Gaza. Donc Chomsky ne s'est pas, voilà, il s'est pas fait prier, il n'a pas manqué l'occasion pour critiquer durement Israël et son soutien les États-Unis. On regarde. Comment analysez-vous ce qui s'est passé aujourd'hui ? D'abord, je crois qu'il ne faut pas oublier que ça fait déjà 30 ans qu'Israël arraisonne des navires dans les eaux internationales entre Beyrouth et Chypre, assassine des gens, les kidnappe, les enlève pour les mettre en prison en Israël, parfois les prend en otage pendant des dizaines d'années. Donc il y a ces escapades dans les eaux internationales ne sont rien de nouveau. Ça c'est particulièrement redoutable, certes, parce que c'est lié à un assaut particulièrement sauvage, tout comme le blocus criminel de Gaza, qui a pour objectif de maintenir les gens à un niveau d'existence, de subsistance. Ils n'ont pas à mourir en masse, ça serait terrible du point de vue des relations publiques pour Israël, mais on leur permet seulement de survivre et pas de manière décente. Et ces navires ont été capturés dans des eaux internationales, c'est un acte criminel, quels que soient les prétextes qu'ils inventent, et ils ont l'impression qu'aussi longtemps que les États-Unis les soutiennent, ils peuvent faire n'importe quoi.
Voilà, un extrait de cette émission avec Frédéric Tadei. Alors, juste avant de parler de la médiatisation de la visite, pour qu'on comprenne bien, qui l'organisait cette visite? Qui en a pris l'initiative? C'est Jacques Bouvresse, du Collège de France, qui a demandé à Noam Chomsky de venir. Et il s'est fait un programme de 4 jours, notamment organisé par Pierre Picard, par aussi le Monde diplomatique. Et nous, là-bas, on s'est mêlé de cette histoire. Mais l'initiative, c'est celle de Bouvresse et du Collège de France. D'accord. Donc, l'initiative était scientifique plutôt politique et militante. Non, parce que la journée au Collège de France, la succession d'interventions ne portait pas sur la linguistique, hein. Ça portait sur la politique, sur la filiation Roussel, Orwell, Chomsky. C'était ça l'idée, le thème général de la journée. C'était plutôt philosophique. Alors, Orwell, je vois, Roussel, c'est... Bertrand Roussel. Bertrand Roussel. Qui était une des grandes références de Chomsky dans sa pensée à la fois politique, philosophique, etc. Pourquoi maintenant? Alors que, comme l'a dit Dan, il n'était pas venu depuis 25 ans. Il y a un déclencheur particulier au désir de le voir venir en France maintenant? Là, je peux peut-être répondre d'une certaine façon à un certain nombre d'entre nous. Par exemple, moi, j'avais lancé un site chomsky.fr où nous avions eu l'idée d'un dialogue avec Bouvresse sans savoir que Bouvresse était déjà en contact avec Noam en lui proposant la même chose. Il y avait un certain nombre de points qui nous indiquaient qu'en fait on désirait ce contact. Mais le fait que Noam ne soit pas venu en France pendant un certain nombre de temps, 25 ans. Oui, mais n'est pas aussi exceptionnel que nous pourrions le penser. Je crois qu'à l'émission Tadei, par exemple, il a dit, bon, je ne suis pas allé en Allemagne. Je crois qu'il ne le disait pas du tout de façon condescendante. D'accord. C'est vrai qu'il y a des pays, d'une part, où, comme il a dit, j'aime beaucoup la Toscane. C'est vrai. Je veux dire, il y a des pays qu'on aime plus que les autres, au niveau géographique, climat, etc. Oui, mais attendez, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. S'il n'est pas venu en France pendant 25 ans, c'est pas uniquement pour des raisons climatiques et parce qu'il fait un tout petit peu plus froid qu'en Toscane. Il y a un contentieux bien connu, depuis fort longtemps, entre le monde intello-médiatique français et Chomsky, qui remonte, comme on le sait, à la fin des années 70, et aux critiques acerbes de Chomsky envers le monde intellectuel parisien. Il appelle ça la pathologie parisienne. Carrément, la pathologie parisienne. La pathologie parisienne, il l'a répété dans l'entretien que j'ai mené entre Bouvresse et Chomsky le lundi matin. La pathologie parisienne, c'est quoi? Eh bien, il est très critique envers le monde intellectuel parisien. D'ailleurs, pathologie, c'est fort, pathologie. Oui, c'est fort. Ben oui, mais il y va fort. Alors, non, mais pourquoi pathologie? C'est un radical. Voilà. Non, je crois que c'est une vieille histoire qui est connue. On sait la place des intellectuels dans notre pays, qui est quand même, qui n'est pas la même que dans la plupart des autres pays, notamment les États-Unis, mais dans d'autres également. Voilà. Et donc, il est très critique envers eux. Il appelle ça c'est Hollywood, ce qu'ils disent, ce que disent ces gens-là, c'est stupide, etc. Il a toujours été très acerbe. Mais sur la place, il a été très critique. On pourrait juste avoir une idée du fond de ces critiques contre les intellos parisiens. Il a toujours eu une critique sur le rôle des intellectuels, sur la responsabilité des intellectuels. Il y a un ouvrage entier qui s'appelle « La responsabilité des intellectuels ». Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les nouveaux mandarins ». Sur sa propre place à lui comme intellectuel, dès qu'on le branche là-dessus, il explique qu'un plombier peut être aussi intellectuel que lui, etc. Donc il y a cette critique-là, et voilà. D'accord, j'ai bien compris, il est hérité que le fond du reproche, c'est quoi? Il leur reproche quoi? Est-ce que... je pense, si vous voulez, que quand on regarde les textes de Noam pour essayer de comprendre cette question, si on prend par exemple la pétition qu'il avait signée avec Sartre, contre la guerre du Vietnam.
Bon, en fait, ce qu'il dit, c'est les Français se sont offusqués du fait qu'aucun journal américain n'a repris cette pétition et a fait tout un battage autour de ça. Mais il dit, mais finalement, moi, je n'ai fait que mon travail. Je suis un homme ordinaire et en fait, il n'y avait aucune raison à ce que les médias américains reprennent ça. Par contre, pour les Français, c'est quelque chose de... En disant qu'ils reprochent aux intellectuels parisiens de trop rechercher une alliance avec les médias. Il y a de ça ou... Je crois que, de son point de vue, et je rejoins en partie Daniel, mais assez proche, même s'il y a des différences de sensibilité, un intellectuel, c'est un homme ordinaire qui fait son travail d'intellectuel. Et en fait, un plombier ou n'importe quelle personne peut avoir des idées intellectuelles. Il est vrai qu'en France, un intellectuel, souvent, c'est quelqu'un qui se place sur un piédestal et qui désire y rester. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui irrite Noam Chomsky. Excusez-moi, j'ai posé une bête question de français. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le piédestal de Chomsky aujourd'hui et le piédestal qui était celui de Sartre à l'époque de Sartre? C'est qu'il n'a rien fait pour grimper sur ce piédestal. Il y est, sans doute, indéniablement. Mais ce n'est pas son but. Il n'a pas envie de se situer par rapport à d'autres intellectuels. Chomsky, alors dans son travail de linguiste, ça, Pierre peut en parler, mais sur le plan des idées, de la contestation, il s'adresse au plus large public possible. Il ne cherche pas du tout à s'adresser aux autres intellectuels. Il s'adresse au public. D'ailleurs, ce qui n'était pas le cas de Sartre. Ben, pas tout si, en grande partie, Sartre cherchait. C'est pas très compliqué. On a, dans le cas de Chomsky, un intellectuel traître. Au sens où Pierre Vidal-Naquet disait « je suis un historien traître ». C'est-à-dire quelqu'un qui ne remplit pas la fonction qui lui est assignée dans notre société. C'est-à-dire celui, finalement, de mettre le savoir au service du pouvoir. Chomsky fait l'inverse. Ils ne sont pas si nombreux, ceux qui ont fait l'inverse parmi les intellectuels. Il faut chercher Sartre, qu'on a cité, Bourdieu, on pourra citer Nizan et quelques autres. Ben voilà, il y en a quand même quelques-uns. Voilà, bien sûr, voilà. qui ont mis leur savoir au service du contre-pouvoir. C'est quand même tout à fait différent. D'accord. J'ai toujours pas bien compris le reproche qu'il fait aux intellectuels français, dans la mesure où ce qu'on vient de dire là sur ce plateau tend plutôt à montrer que son rôle et sa recherche ont été plutôt comparables à celles de gens comme Sartre ou Bourdieu. Mais... Non, mais à nouveau, il y a une différence de sensibilité et peut-être une différence de degré. C'est-à-dire que si un individu lambda va aux États-Unis et dit à Noam Chomsky, j'ai envie de vous rencontrer, Noam Chomsky ne va pas dire, mais qui êtes-vous, je veux avoir des lettres de recommandation, etc. Il va le recevoir, il va l'écouter. Je ne suis pas sûr... Là, je comprends mieux. Voilà, là, je comprends mieux. Donc, il y a une côté starification du monde intellectuel parisien, c'est ça? Il y a une starification du monde parisien. C'est ce que disait Daniel quand il parlait du système Hollywood, auquel, en fait, Noam fait référence. Et ayant vécu la moitié de ma carrière universitaire aux États-Unis et en France, je peux vous dire qu'il y a une différence frappante. C'est clair. Bon, on va pas passer l'émission entière là-dessus, mais est-ce qu'on ne retrouve pas là... c'est juste une question. Est-ce qu'on ne retrouve pas là la différence entre un certain formalisme français, Louis XIVien, Dorure, etc., et un informalisme américain? C'est-à-dire que ce qu'on dit là sur les intellos, moi je l'ai entendu dire 20 fois, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, sur les PDG par exemple. Le fait qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un rendez-vous avec un PDG américain, même si on est nobody, que d'avoir un rendez-vous avec le PDG de Renault ou de... Voilà. Mais Après, il faudra aller voir un autre contentieux qui est d'ordre idéologique. Au moment où Chomsky élabore sa pensée radicale dans les années d'après-guerre, les intellectuels français, à ses yeux, sont staliniens, comme il dit. Et il va être très critique envers cette tendance majoritaire à l'époque parmi les intellectuels français. C'est quelque chose qui revient très souvent dans ses réflexions. Il ne faut jamais oublier qu'il est placé sous l'étiquette anarchiste, anarcho-socialiste, anarcho-syndicaliste, etc. Ça revient très souvent dans sa pensée. Donc, le courant, disons, intellectuel des années 60, à dominante marxiste, même si il est un excellent connaisseur de Marx,
pour lui, c'est les staliniens. Et ça, il a aussi on a été le pays le plus stalinien, il ne faut jamais l'oublier. Hein, non, mais ça, c'est une deuxième clé, effectivement. C'est tout une à fait, clé qui a sans doute explicite le décalage, effectivement, entre la sensibilité je pense que c'est pas libertaire. Beaucoup ont cherché, excuse-moi une seconde, beaucoup ont cherché à avoir des rencontres entre intellectuels parisiens au sujet de Chomsky, ou lui demander, parce que c'était une demande que j'avais faite, qu'il parle directement des intellectuels parisiens. Il a dit non, c'est une affaire entre vous. Enfin, il ne parlait pas de moi, mais qu'ils se débrouillent entre eux, quoi. Il ne veut pas rentrer dans cette histoire-là, dans ces querelles-là. Il a d'autres buts, par exemple, comme l'a fait Pierre, de le faire rencontrer des enfants, des gamins, des lycéens. Donc, en gros, si je synthétise, si j'essaye une synthèse journalistique, excusez-moi, donc les intellos français, c'est des marxistes hollywoodiens, et donc ils ne sont pas très intéressés aux yeux de... Ils ont retourné leur veste. Ils sont tellement marxistes aujourd'hui. Ils sont toujours aussi hollywoodiens, mais de plus en plus hollywoodiens. Et moi, je suis marxiste. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il y a aussi eu, pendant de la période, disons, des années 50 jusqu'aux années 70, une certaine confusion, dans la mesure où beaucoup de revues, par exemple, ont dit la transformation au sens technique, c'est-à-dire la grammaire transformationnelle et la transformation sociale, c'est la même chose. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, Noam, au début, n'y a pas prêté très attention, mais quand il s'est rendu compte qu'il y avait cette confusion, il s'est fâché, parce qu'il a dit, mais vous dites n'importe quoi. Et là, moi, j'ai pas bien compris la confusion, là. La confusion entre quoi et quoi Si vous voulez, il y a un concept technique en grammaire générative, sur lequel on peut revenir, s'il vous intéresse, qui est la notion de transformation. D'accord. Qui est un type de règle tout à fait particulière, qui est linguistique. Un certain nombre de travaux en France, par des intellectuels très connus, ont dit, la transformation linguistique et la transformation sociale, c'est la même chose. Et qu'est-ce qui l'a heurté, lui, là-dedans Ce qui l'a heurté, c'est que c'est tout simplement aberrant de dire ça. Pour quelle raison ? C'est faux. C'est la même chose que si je vous dis... je ne sais pas, moi, vous aimez, imaginons, vous allez au jardin des plantes, vous aimez les fleurs et puis vous aimez les oiseaux, et moi je vous dis, c'est évident, il y a une relation scientifique entre les fleurs et les oiseaux, et vous me l'avez démontré. Il a été scientifiquement heurté, et donc, ça n'a pas été très accepté. Si je vous comprends bien, il y a une confusion entre ses positions scientifiques sur la linguistique et ses positions politiques. Il n'y a aucune confusion. Il y a deux Chomsky. Il faut voir deux Chomsky. Il y a un Chomsky linguiste, qui est le grand linguiste que Pierre connaît bien, dont il peut parler indéfiniment. Et puis il y a un Chomsky qui se mêle de politique et également qui théorise, qui philosophe, qui travaille sur la fabrique du consentement. C'est quand même un apport considérable pour des gens militant. Pour des gens comme vous. La fabrique du consentement, c'est pas Manufacturers Consent, c'est pas véritablement un travail militant. C'est un travail de recherche avec Edward Herman qui vise à mettre en lumière la façon dont se propage, on va dire, l'idéologie dominante dans les sociétés ouvertes, dans les sociétés démocratiques. Alors, il s'est préoccupé aussi d'éducation, il a beaucoup travaillé. Et puis, évidemment, une critique quotidienne, radicale, de la politique extérieure des États-Unis. Ça, c'est son travail quotidien, et notamment une observation très pointue du conflit israélo-palestinien. C'est ce que j'appelais militant, en gros. Oui, engagé, militant, quand même. Alors, juste,